Madame, Monsieur, bonsoir. Un vent d'optimisme a soufflé sur les marchés financiers aujourd'hui, rassuré par un double message d'apaisement venu de la Maison-Blanche. D'abord, le président Trump calme le jeu avec la Réserve fédérale en affirmant n'avoir aucune intention de limoger son président. Et il y a surtout le front commercial, où là aussi Donald Trump adopte un ton plus conciliant vis-à-vis de Pékin, laissant entendre qu'une désescalade était possible. En clair, les droits de douane massifs imposés aux produits chinois pourraient finalement être revus à la baisse. Car là, il y a importance à souligner ce point. La manière dont Trump compte mettre en place les droits de douane annoncés début de ce mois est peut-être la partie la plus floue de son plan. Beaucoup de journalistes ont comparé les tarifs de Trump à la loi Smoot-Hawley, adoptée sous Herbert Hoover, qui avait alors largement contribué au problème de la grande récession. Mais les États-Unis, dans les années 20, étaient de fait le plus grand exportateur mondial. Or, les choses ont bien changé depuis. Et dans une guerre commerciale, les plus grands perdants sont les plus grands exportateurs. Et si l'offre est abondante par le monde, c'est la demande qui manque et qui détermine les règles du jeu. Et là, c'est une reconfiguration des chaînes de valeur mondiales qui se profilent. Quels impacts potentiels pour des pays grands exportateurs d'abord, mais aussi beaucoup moins grands, comme le Maroc par exemple. Élément de réponse ce soir avec mes invités. D'abord en plateau, le professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Ferrano, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Toujours un plaisir de vous accueillir, c'est Zakaria. Merci. Se joint à nous depuis Casablanca mon confrère, directeur de rédaction de boursenews.ma, Adil Halimi, bonsoir. Bonjour Khadija, c'est toujours un plaisir. Merci, marhaba. Alors messieurs, il aura suffi de quelques mots du président américain pour calmer les esprits des investisseurs sur les marchés financiers, leur redonnant même espoir, même temporairement. On verra pour la suite si ça se confirme avec des actes. Alors s'ils sont au cœur des préoccupations du président américain, pourquoi les économistes sont plus frileux vis-à-vis des tarifs douaniers, Zakaria Ferrano? Très bien. Frileux, je dirais que les décisions de l'administration Trump ne sont pas convaincantes sur le plan économique parce que le monde s'inscrit dans une logique de mondialisation, de libéralisation, de libre-échange. Les accords qui ont été établis avec plusieurs pays admettent le fait qu'on va aller vers ce qu'on appelle une ouverture à l'international du commerce international. Nous avons vécu plusieurs années, plusieurs décennies dans cette logique. Aujourd'hui, Trump, lorsqu'il a changé d'attitude, est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison? Ça, c'est une discussion qu'on va vraiment aborder tout de suite, mais je dirais que ce n'est pas une décision qui était non réfléchie, c'est une décision qui a pris une réflexion et ça se voit dans la manière avec laquelle il a calculé les tarifs, dans la manière avec laquelle les décisions ont été prises, que c'est des choses qui ont été préparées à l'avance. Je pense par des économistes. Alors pourquoi c'est controversé au sein même du microcosme des économistes? Voilà, il y a deux visions. Premièrement, Trump, lorsqu'il a augmenté la tarification sur une nouvelle méthodologie de calcul des tarifs douanières qui sont à l'encontre du libre-échange, il y avait, je dirais, une certaine dichotomie entre deux courants. Il y avait le courant qui disait simplement qu'il y aura des réactions, je dirais, des contre-actions de la Chine, des pays qui ont été imposés avec ces tarifs douanières. Et donc, automatiquement, ça va avoir un impact inverse et ça va réduire la croissance américaine, ça va augmenter le chômage et aussi ça aura un effet sur le dollar. Et donc, ce courant qui est, je dirais, il est un peu dominé par les plus grands économistes aux États-Unis et dans le monde, des prix Nobel qui sont existants. Même au sein du Fonds monétaire international. Oui, tout à fait. Mais attention, le Fonds monétaire international, je ne peux pas en juger parce qu'en novembre 2024, il a sorti un papier en disant simplement que les États-Unis devraient réagir par rapport à ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. N'oublions pas qu'on est en train Les États-Unis doivent réagir dans ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Parce que n'oublions pas qu'après 2020, et c'est les paroles du FMI dans ce document, je ne me souviens pas, mais c'est un outlook sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine qui disait simplement qu'à partir de 2020, la Covid-19, la Chine a bénéficié largement en matière d'exportation. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que la Chine devient de plus en plus dominante au niveau international par rapport aux exportations. Encore plus
plus. Oui. Le déficit avec les États-Unis, il est en train de grimper. Et donc, automatiquement, la compétitivité de l'industrie américaine et la compétitivité de l'économie américaine, elle est en jeu. Il y avait des chiffres qui étaient très alarmants. Il ne faut pas oublier, on est en train de parler, lorsqu'on parle de Chine et États-Unis, on est en train de parler de l'un tiers du commerce international. C'est aux alentours de 30 000 milliards de dollars, ça veut dire à peu près 30 trillions de dollars de commerce international. Le un tiers, c'est la Chine et les États-Unis. Ça veut dire, ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou la Chine ou avec toute la planète, je dirais les vrais acteurs qui sont dans le jeu, c'est les États-Unis et la Chine. Et donc, le déficit s'est creusé de façon drastique à partir de 2020 et également la compétitivité en termes, que ce soit du capital humain, productivité travail ou productivité capitale, elle est en train de ralentir aux États-Unis. Et donc automatiquement, la question qui va se poser, est-ce que Trump va rester comme ça en regardant? Donc il a choisi d'avoir une certaine politique, une politique de tarification. Est-ce qu'il pourra imposer les tarifs douaniers ou la menace des tarifs Zakaria Firano peut être utilisée par les Américains pour mieux négocier? Je pense que réellement, ça ne va pas réussir parce qu'il y avait la réaction. Les économistes, même américains, dans leurs documents, des papiers de recherche qui ont été élaborés, ils ont attesté que normalement, la réaction de la Chine, la réaction de l'Europe aura un impact sur le moyen terme négatif sur l'économie américaine. Permettez-moi de dire un chiffre très important. Vous savez que les économistes, ils sont tous d'accord sur le fait que les tarifs douanières entre les États-Unis et les partenaires ne doivent pas dépasser 25%. Trump, il est parti encore plus. Il a atteint les 60%, 65% avec des pays. Et donc, automatiquement, c'est une guerre commerciale qui s'annonce. Et maintenant, de quoi on avait peur? On avait peur des réactions. La Chine a réagi, l'Union européenne a réagi. Il y avait plusieurs réactions. Et donc, automatiquement, ça devrait avoir un impact, je dirais, négatif sur l'économie américaine. Sauf si Trump trouve une certaine négociation avec la Chine et avec les partenaires européens, parce que n'oublions pas que normalement la productivité, ce qu'on appelle nous l'élasticité de réponse par rapport aux tarifs douaniers, des prix et de la quantité, ils sont aujourd'hui à l'encontre des États-Unis. Attention, pourquoi? Parce que la Chine a réagi et l'Union européenne a réagi. Et donc automatiquement, sur le moyen terme, ce qu'on a peur, c'est ce qui a été dit par le directeur ou par le gouverneur de la Banque centrale américaine, la Fédérale Réserve, c'est que nous attendons qu'il y ait un ralentissement économique et nous attendons qu'il y ait une augmentation du taux de chômage. Et donc je pense que Trump, il y aura aussi des décisions qui vont venir dans le futur et qui pourront normalement corriger le tir dans ce sens-là. Et alors on va y revenir certainement. J'aimerais bien à présent m'adresser, parce que vous avez parlé d'espoir de négociation avec la Chine, c'est ce qu'a laissé entendre le président américain Adil Halimi. Ma question est justement par rapport au marché financier. Aujourd'hui, c'est l'accalmie. On revient un peu à des niveaux avant l'annonce par le président Trump de cette série de nouveaux tarifs douaniers sur 180 pays dans le monde. Est-ce que vous pensez que cela pourra se confirmer? Si oui, par quels moyens? Et surtout, on voit aussi, et là en particulier cette question que je vous adresse, par rapport aux matières premières. On a vu que l'or a franchi un nouveau seuil record qui frôle la barre symbolique des 3 500 $ l'once. Le baril commence à reprendre des couleurs aujourd'hui également. Est-ce que c'est une accalmie qui est partie pour durer? Et si oui, quelle est la condition préalable pour que justement cette accalmie dure sur les marchés financiers et ceux des matières premières? Réponse courte, absolument pas. Nous ne sommes absolument pas dans une accalmie. Nous sommes dans ce qu'on appelle dans le jargon financier un rebond technique, c'est-à-dire que après la très forte baisse qu'on a vue sur les marchés internationaux ces dernières semaines, il est normal de temps en temps de voir des rebonds comme ceux qu'on est en train de vivre actuellement. Vous en parliez tout à l'heure en introduction, c'est très important. Les États-Unis, c'est le pays où on a la plus grande concentration d'économistes de pointe dans le monde. Le libéralisme vient de là, l'économie de marché autour de laquelle est fondée toutes les places financières et le fonctionnement des marchés financiers vient des États-Unis. Et tout ce beau monde a été complètement choqué par ces droits de douane. Alors oui, Trump a préparé ça depuis quelques temps, il n'a pas imaginé cela en quelques semaines. Cela dit, il n'est pas le seul parce que les producteurs américains ont également prévu cela. Des grands géants de la tech, pour ne citer que Microsoft par exemple, ont déjà commencé à constituer leur stock avant même l'investiture de Donald Trump. En prévision, justement. Parce que c'est pas la première fois. Il faut le rappeler aussi, c'est pas la première fois que Donald Trump impose des droits de douane sur la Chine. Il l'avait déjà fait lors de son premier mandat. Il n'y a pas eu automatiquement d'effet inflationniste sur l'économie américaine. D'ailleurs, l'administration Biden n'est pas revenue sur cette décision.
Tout à fait. Mais on était sur des droits de douane qui évoluaient entre 15 et 20%. Et je pense même les anticipations des marchés et même les anticipations des géants de la tech qui constituaient leur stock étaient autour de 20 à 25% de droits de douane qui cibleraient exclusivement la Chine. Là, on est parti sur 150% qui ont été annoncés il y a quelques jours avant que Trump annonce la pause. Et on ne s'attendait pas à ce que des pays que la Chine utilisait un peu pour détourner les exportations vers les États-Unis, notamment le Vietnam, etc., qui soient aussi touchés par des droits de 60-70%. Donc, il y a quand même un effet surprise pour les marchés. Et d'ailleurs, la réaction des marchés l'a vraiment montré. Hein, la baisse du S&P 500, la baisse du Nasdaq, pire encore, la baisse du dollar. Hein, le dollar a perdu 12% depuis le début de l'année. C'est une réponse claire des marchés qui montre que les marchés ne s'attendaient absolument pas. Est-ce que c'est foncièrement négatif, Adil? Est-ce que c'est foncièrement négatif que le dollar perde de sa valeur, notamment pour les exportations américaines? Oui, parce que l'interprétation, alors oui, d'un point de vue économique, c'est bien que le dollar soit un tout petit peu plus faible pour la compétitivité des exportations américaines, mais pour les marchés, le dollar et par ricochet, la dette américaine sont considérés comme des actifs refuges, des valeurs refuges. Il faut savoir que toute l'économie monétaire aux États-Unis est basée sur le fait que le dollar est utilisé par le reste du monde comme étant une valeur refuge. Les banques centrales vont acheter du dollar lorsqu'elles ont des réserves en plus. Et lorsque le dollar commence à perdre de sa valeur comme ça, eh bien, le reste du monde, c'est-à-dire les autres pays qui d'habitude financent le déficit américain, eh bien, envoient un message aux États-Unis, c'est que maintenant, ils ne sont pas prêts à continuer à financer le déficit américain. Et ça, c'est très grave. D'ailleurs, la pause qui a été annoncée par Donald Trump, la pause de 90 jours, est tombée exactement au même moment où l'État américain avait lancé des obligations sur le marché, des obligations à 10 ans et 30 ans, et ces obligations avaient rencontré une très faible demande de la part des investisseurs par rapport aux émissions habituelles, ce qui a fait flamber les taux d'intérêt sur la dette US. Exact. Et tout de suite, le jour même, Donald Trump a dit stop, parce qu'il a vu qu'il y avait un problème sur la stabilité financière. Alors oui, d'un point de vue Est-ce que la économique, Chine a un rôle là-dedans? Parce que la Chine détient une bonne partie aussi des obligations américaines, parce que justement, les réserves, l'épargne, on va dire, de l'État chinois, celle en dollars, est réinvestie. Il ne la garde pas dans des coffres en Chine, elle est réinvestie. Où? Justement, sur le marché des obligations américaines. Exactement. Alors, c'est un outil de négociation très fort de la part de la Chine qui consisterait à dire que si guerre commerciale il y a ou si nos intérêts ne sont plus préservés, on va se mettre à vendre du dollar sur les marchés. Mais disons que c'est un outil c'est une arme de dissuasion qui n'est pas très crédible parce qu'en faisant ça, eh bien, la Chine va détruire elle-même ses propres réserves de change. Donc, il y a une marge de manœuvre. Ils peuvent faire peur au marché en vendant un peu de dollars sur les marchés de temps en temps pour créer un peu de panique et surtout que la presse et les médias reprennent cela. Mais durablement, la Chine se mette net vendeuse sur le dollar à long terme ou sur la dette américaine, ça reviendrait à détruire sa propre épargne. Donc, c'est illogique. On peut le voir de temps en temps. Donc, pour répondre à votre première question concernant les marchés, oui, on a aujourd'hui un climat de stabilité qui s'installe parce que justement, le président américain a cessé ses attaques contre le président de la Fed. Donc ça, c'est très bien parce que la Fed doit rester une banque centrale indépendante. Si l'indépendance de la Fed aujourd'hui est remise en cause par les marchés, le dollar va vraiment s'effondrer et même l'économie mondiale va s'effondrer. La Fed, c'est un élément de stabilité financière mondiale, pas uniquement américaine, parce que c'est elle qui va réguler le dollar. Donc ça, sur ce front-là, c'est très bien la marche arrière de Donald Trump sur le sujet, sur la Fed. Ça provoque et sur son président surtout, qui garderait en tout cas son poste pour un petit moment de Trump, justement déniant ou plutôt refusant ces rumeurs qu'il allait limoger le président de la Fed. Il peut pas le faire. Moi, je pense qu'il ne va pas pouvoir le limoger parce qu'à chaque fois que le sujet va être sur la table, les marchés vont réagir de manière très violente. Et ça sera aussi et surtout la réaction du dollar et de la dette américaine qui vont vraiment faire peur à l'entourage de Donald Trump, qui vont lui demander de stopper. Il faut juste regarder les sorties médiatiques que fait à chaque fois le ministre du budget américain pour dire attention, notre dollar va rester fort, il n'y a pas d'intention d'avoir une action contre notre dollar, etc. Et ça, c'est un peu pour contrebalancer les différentes annonces de Donald Trump, parce que justement, il comprend bien que si l'indépendance de la Fed
est ébranlé à travers le limogeage de son président, eh bien, ça va créer un coup dur pour le dollar et pour l'économie américaine. Donc, je pense qu'il y a un peu de bluff là-dedans. Je pense qu'il y a un peu d'action de Donald Trump, des négociations un peu très fortes dans des méthodes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce que les États-Unis, justement, est-ce que les États-Unis peuvent négocier tout seuls? Est-ce que les États-Unis peuvent négocier tout seuls ou c'est aussi la loi de l'union fait la force? Si, par exemple, les États-Unis venaient à se mettre dans un groupe, je m'adresse à Zakaria Ferran, si vous le permettez, Adil Halimi, là vous avez soulevé un point très important. En termes de négociation, si les États-Unis venaient se mettre en groupe avec des pays tout aussi déficitaires, là on parle du Canada, du Royaume-Uni et aussi de l'Australie qui, à ces trois-là, constituent 70% du déficit commercial mondial, est-ce que ça ferait une force de contre-pouvoir des pays excédentaires et donc qui pourrait mener à de meilleures négociations, où les États-Unis choisiront de partir seuls dans cette bataille contre le géant chinois? Bon, je pense qu'il faut pas, on peut pas. Les États-Unis ont tous les moyens pour mettre en place cette guerre, donc on est tous d'accord sur ça. Et là, le dollar, comme ça a été indiqué avec notre cher ami Hilmi, et là aussi les pouvoirs de négociation qui dépassent l'économie. Même la politique, la géostratégie, elle rentre dans ce jeu-là. Et donc là, aidé par d'autres partenaires comme le Canada, etc., je ne pense pas que c'est nécessaire. Vous avez, on s'entend. C'est-à-dire que c'est une option pour travailler avec d'autres économies, pas tout aussi déficitaires, bien évidemment, tout à fait. mais de travailler ensemble pour former un groupe qui puisse contrebalancer un peu le poids chinois en termes de déficit ou en tout cas de balance commerciale. Très bien. Et d'imposer des douanes, des droits de douane. En fait, en gros, c'est ce groupe-là qui va imposer des droits de douane sur la Chine pour pouvoir avoir une réponse commune. Très bien. Maintenant, contrebalancer pour réduire les droits de douane ou pour faire une guerre de douane, je ne pense pas parce que, tout simplement, il faut le dire, que le commerce international ne pourra pas résister. Maintenant, les estimations premières qui ont été faites à cause uniquement de ce qui a été imposé par Trump en 2018, ils ont donné une perte d'à peu près 0,8% du commerce international. Oui. Très bien. Maintenant, il n'y a pas d'estimation jusqu'à maintenant par rapport aux pertes qu'on peut engendrer en termes internationaux, mais je crois que le chiffre va dépasser les 2%. Ça veut dire que nous sommes en train de parler d'une réduction très importante du commerce international. Maintenant, est-ce que l'économie mondiale accepterait cette réduction du commerce international? Parce que derrière, il n'y a pas que le commerce international. Il y a la croissance, il y a le développement, il y a l'investissement, il y a la pauvreté, il y a plusieurs autres paramètres qui se mettent en place. Et donc, automatiquement, à mon sens, je pense que cette guerre ne va pas perdurer. Mais maintenant, la négociation qui va se faire, moi je pense que c'est une négociation qui va se faire entre les deux dragons. On parle de la Chine et on parle des États-Unis. Maintenant, de l'aigle. Oui, très bien. Bon, moi j'ai appelé comme ça. Bon, on peut changer les noms, il n'y a pas de souci. Maintenant, le plus important, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, premièrement, Trump, il avait dans son agenda, et c'était clair, c'est qu'il fallait réagir par rapport à la Chine. Pour plusieurs raisons. J'ai dit qu'il faut revoir le rapport de novembre 2024 qui est très important pour décrire la situation déficitaire des États-Unis. Oui. Deuxièmement, la Chine a trouvé des situations elle a trouvé en 2018 des refuges. Elle a externalisé sa production vers le Vietnam, vers le Cambodge, vers plusieurs pays. Et donc, automatiquement, elle a trouvé une manière avec laquelle elle peut pénétrer le marché américain. Attention, il peut le refaire. Il y a des pays qui peuvent aujourd'hui bénéficier de ce qui s'est passé. Lesquels? Quelles sont les opportunités sur les chaînes de valeur mondiale? Il nous reste moins de 7 minutes. Le Maroc peut en bénéficier. Nous avons des accords de libre-échange avec la Chine. Nous sommes également avec des accords de libre-échange avec les États-Unis. Si on peut négocier... Il y a la règle aussi d'origine. Oui, il y a les règles d'origine. Mais le Maroc, ou je dirais plusieurs autres pays, peuvent négocier cette situation. Moi, je n'ai pas dans ma tête d'autres pays qui peuvent en bénéficier, mais la Chine peut trouver des situations ou des pays où il pourra externaliser sa production. N'oublions pas que la Chine aujourd'hui, pour ce qui, par exemple, l'industrie automobile, elle est en train de se déplacer en Europe. Il y a des usines qui sont en train d'être mises en place en Europe pour le BYD, etc., pour toutes les autres marques électriques. Et donc, automatiquement, la Chine va trouver des solutions de sortie. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, la réponse de la Chine par rapport aux droits de douane, elle va engendrer des problèmes au niveau américain. Et donc, automatiquement, c'est pour ça que Trump, si je veux rebondir à ce qui a été dit par M. Helmi, c'est que Trump, pourquoi il a demandé de réduire le taux directeur?
Il a demandé à la Fédérale Réserve, c'est le moment de réduire le taux d'intérêt. Parce que c'est ce qui peut sauver, premièrement, la croissance économique américaine et aussi réévaluer le portefeuille qui est détenu par les obligataires. Ça veut dire ceux qui ont acheté les obligations au niveau international et surtout la Chine. Maintenant, est-ce qu'il pourra rentrer dans une guerre avec la Fédérale Réserve? Moi, je ne le pense pas. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis, c'est particulier. La Fédérale Réserve, c'est la seule banque centrale qui n'appartient pas à l'État en termes d'actionnariat. Ça, c'est très important. Deuxième élément, il ne peut pas enlever le président de la Fédérale Réserve. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir l'aval du Sénat. Et donc, ce n'est pas une chose aisée pour Trump. Et donc, automatiquement, les États-Unis, c'est elle qui est maintenant coincée. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, les négociations, c'est la seule solution qui est devant Trump et aussi la Chine et les autres pays, parce qu'il faut équilibrer le commerce international. Excusez-moi, mais le problème, ce n'est pas ce qui se passe au niveau de la Chine, des États-Unis. Le problème aujourd'hui, c'est le 1/3 du commerce international. On est en train de parler de 11 trillions de dollars. Mais comment, ça nous impacte ou comment? Très bien, il faut revenir dans les dossiers qui sont ouverts entre les États-Unis et la Chine, pour dire vrai. Il y a le Taïwan. Nous, en tant que Marocains. Oui, en tant que Marocains, il faut qu'on bénéficie de la situation. Concrètement, comment on peut réagir à cela? Très bien. Premièrement, la Chine, elle frappe toujours à notre porte pour pouvoir investir au Maroc. Il faut renforcer la structure d'investissement au Maroc. Elle a besoin de tout ce qui est en termes d'infrastructures d'énergie renouvelable. Elle a besoin des batteries électriques pour produire ses voitures et elle a besoin également d'une négociation qui lui permettra de pénétrer partiellement l'Afrique ou également l'Union européenne ou les États-Unis. Avec une négociation, ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez les règles d'origine, il faut renégocier ces règles d'origine. Et je pense que le Maroc est plus positionné pour faire ça. Deuxièmement, c'est que le Maroc, dans cette conjoncture, il pourra aussi bénéficier de ce qu'on appelle de délocaliser la production américaine. Nous avons le choix de faire ça. Et nous avons la potentialité, malgré que nous ne sommes pas très ouverts sur le marché américain. Adil Hlimi, réaction sur le Maroc d'abord. Aussi, est-ce que vous y voyez des impacts? Parce que là, on entend et lisons aussi certains articles qui parlent d'impact sur l'économie marocaine, sur les exportations marocaines. Vous en pensez quoi? Alors, les impacts sur nous, à l'heure actuelle, sont assez faibles. Deux raisons. Nous n'exportons pas beaucoup aux États-Unis. Je pense de mémoire 10 ou 12 milliards de dollars annuellement, beaucoup d'agroalimentaire et de tourisme là-dedans. Et sur cette partie-là, on n'est pas vraiment impacté. Sur nos exportations pour le reste du monde, en imaginant qu'il y a récession en Europe à cause de cette guerre commerciale, eh bien, la demande sur l'aéronautique et l'automobile provenance du Maroc va peut-être baisser un peu. L'aéronautique et l'automobile commencent à constituer une bonne partie de notre PIB, donc il y aura un impact là-dessus, mais ce n'est pas un impact récessif pour nous, c'est-à-dire qu'on va perdre un peu de points de croissance, on va perdre un tout petit peu du momentum de croissance dans lequel nous sommes, mais ça ne va pas complètement changer notre trajectoire de croissance. Les raisons sont simples, c'est qu'aujourd'hui, et il faut regarder les derniers chiffres du HCP, le HCP est très clair là-dessus, il y a deux éléments qui tirent la croissance au Maroc, et ces deux éléments-là ne sont absolument pas liés au commerce international ou à la demande internationale. Il s'agit de la demande intérieure marocaine qui est très forte, donc la consommation des ménages et des entreprises, et deuxièmement, l'effort d'investissement public, parce que nous avons cette Coupe du Monde et tout ce qui vient autour de 2030 qui fait que l'État passe beaucoup de commandes publiques aux entreprises marocaines, ce qui crée de la croissance. Et ces deux moteurs-là, la commande publique et la consommation intérieure, ne vont pas être touchés par cette guerre commerciale. Donc oui, on va perdre un peu de PIB sur les exportations d'aéronautique et d'automobiles si récession en Europe, mais pour le reste, les moteurs de croissance sont bien là et ce n'est pas récessif pour nous. Maintenant, cette histoire de transformation du Maroc en hub pour les producteurs, notamment asiatiques comme la Chine ou le Vietnam, pour pouvoir détourner les droits de douane et cibler les États-Unis, je n'y crois pas beaucoup pour une raison très simple, c'est que les États-Unis voient très bien ce jeu-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les pays partenaires de la Chine sont également touchés par les nouveaux droits de douane de Donald Trump. Donc, si on commence à faire ça, c'est un peu jouer avec le feu et griller les petites cartouches économiques qu'on a eues avec les États-Unis. En revanche, là, on a une très belle carte à jouer, c'est sur le textile, parce que nous, on va être taxé à 10%, et en imaginant que les droits de douane en Chine sont revus à la baisse pour redescendre à, disons, 50%, 40%, eh bien, on va devenir compétitif
sur le textile et peut-être avoir une position favorable pour commencer à exporter du textile vers les États-Unis. Encore cette histoire de règles d'origine, vous le savez mieux que moi, Adil. Exactement. Oui, en regardant ça, mais bon, il va falloir... mais là, impact négatif sur nous, je ne le vois pas. Des opportunités non plus, pas beaucoup. Donc, je suis plutôt neutre sur les impacts concernant l'économie marocaine. Et c'est finalement une bonne chose, hein, parce que si nos partenaires ou nos concurrents commencent à ressentir de la récession et que nous, on reste sur les niveaux actuels, c'est bien pour nous. Merci Adil Hlimi. Merci beaucoup d'avoir enrichi ce débat ce soir et de nous avoir aussi partagé avec nous votre point de vue sur les impacts des tarifs douaniers du président américain. Je pense que ce feuilleton a encore beaucoup d'épisodes à nous dévoiler. C'est quasiment quotidien. Nous allons certainement revenir sur la question. Merci encore une fois. Merci. Merci à vous aussi, Zakaria Ferrano. Merci, un plaisir. C'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.